J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, ça reste entre nous, sur Radio J, ça commence bien, l'émission politique comme nulle part ailleurs, les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les réussites et les petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques, le tout sans la moindre langue de bois, c'est rare, et c'est tous les mercredis, 21h sur Radio J. Alors, cette semaine, on va bien sûr analyser les conséquences politiques très intéressantes de la marche contre l'antisémitisme organisée dimanche à Paris. Absence d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon, présence controversée de Marine Le Pen. On vous dit tout. On va aussi s'intéresser à la loi immigration adoptée hier par le Sénat et considérablement durcie par la majorité sénatoriale de droite. Les macronistes de l'Assemblée vont-ils avaler ce durcissement ? Là encore, décryptage. Et puis, last but not least, on va évoquer le retour de celui que vous attendiez tous, l'article 49.3 de la Constitution. La Première ministre Elisabeth Borne l'a encore dégainé lundi pour faire adopter un texte budgétaire. Décryptage tout de suite avec nos invités. Alors pour en parler autour de la table, l'élite, la crème de la crème, les Top Guns du décryptage, et aujourd'hui c'est la Dream Team. Tout d'abord l'indispensable Maurice Safran, éditorialiste à Challenge. Bonsoir Maurice. Bonsoir. L'inévitable François-Xavier Bourmeau, grand reporter à l'opinion. Bonsoir FX. Bonsoir David. Et l'incontournable Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la rédaction du site Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir David. Alors je vous rappelle la règle du jeu, mais vous la connaissez, pas de off, pas de langue de bois, vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter, bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, le président du Sénat, Gérard Larcher, Yaël Braun-Pivet, son homologue de l'Assemblée, avait appelé la semaine dernière dans le Figaro à une marche pour la République et contre l'antisémitisme. Je cite: une marche pour la France des droits de l'homme et pour la nation réunie, une marche des citoyens pour dénoncer les porteurs de haine, pour la libération des otages, dont 8 de nos compatriotes. Alors, cette marche, elle a réuni à Paris 105 000 personnes, 182 000 dans toute la France, non sans diverses polémiques politiques autour de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On va rentrer bien sûr dans le détail, mais tout d'abord, un rapide tour de table. Cette marche, succès ou échec? Tout de suite, on écoute la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Vous allez tous me donner votre avis. Yaël Braun-Pivet, c'était lundi sur Europe 1. Nous ne faisons pas de distinguo dans la République et nous tenons à ces valeurs cardinales, dont évidemment la laïcité, la liberté de conscience, la liberté de croyance. Et donc nous voulons protéger chacun des enfants de cette République et c'était le sens fort de cette marche. Alors, elle a estimé que c'était un succès populaire. Vous êtes d'accord, Maurice Safran? Oui, un succès populaire. Les organisateurs redoutaient par-dessus tout d'être sous les 50 000. Donc effectivement, plus de 100 000 dans les rues de Paris et 180 000 en France, c'est effectivement un grand succès populaire. Rappelons que la manif pour Carpentras, dans un contexte plus facile, disons, puisqu'il y avait effectivement toute la gauche réunie, plus une grande partie de la droite contre Jean-Marie Le Pen et le Front National, c'était 200 000 personnes à Paris. Donc c'était il y a plus de 30 ans, il faut le rappeler, 1991. Dans un contexte, je répète, extrêmement différent et plus facile pour les manifester d'une certaine façon. Donc sur le plan du succès populaire, oui, sans le moindre doute. Alors, bonne nouvelle, vous le disiez, il y a du monde, mais il y avait surtout pas que la communauté juive, ce qui était souvent le cas après les derniers attentats et meurtres qui ont touché cette communauté. Tout de même quelques déceptions, pas beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes plutôt d'âge mûr ou âgées, et peu de diversité, comme on dit, c'est-à-dire clairement peu de gens de la communauté musulmane. Jean-Sébastien Ferjou. Oui, mais c'est pour ça que je ne suis pas exactement d'accord. Je pense que c'était un succès relatif. Oui, certains ont pu s'inquiéter du fait qu'il y ait potentiellement moins de gens encore au regard des polémiques et des divisions assez pathétiques auxquelles nous avons assisté la semaine dernière. Mais vous venez de le dire, la sociologie, et j'y étais, de la manifestation en question, c'était quand même plutôt des personnes plus âgées, plutôt catégorie sociale supérieure. Et comme la France qui va bien, comme on dit. Non mais c'était la France bien élevée, d'ailleurs ça s'est vu, les terrasses de café étaient ouvertes sur le parcours de cette manifestation, ce qui n'est malheureusement plus le cas sur bien d'autres manifestations. Donc après, malgré tout, c'était important que cette marche ait lieu, bien sûr,
Je regrette néanmoins les polémiques et notamment, mais je ne sais pas si vous comptez y revenir, l'absence du président de la République. Bien sûr, on va en parler. Là, c'était plus sur un tour d'horizon oui, sur la sociologie des marcheurs. Je pense que les deux sont liés. Les deux sont liés parce que de facto, ça s'est transformé en la cause d'un camp politique et de facto, ça s'est transformé aussi en creux dans la cause d'une France peut-être relativement à une autre. Et ça, c'est une faute grave de la part du président de la République qui aurait dû incarner la France sur ce sujet-là. Juste une remarque, et c'est François-Xavier ensuite. Moi, la réponse que je donnais, c'est sur le chiffre. Sur le chiffre. Mais il y a un point que vous négligez, c'est que sur le plan politique et sur le plan historique, c'est une manifestation d'importance cruciale. L'extrême droite a été intégrée à cette manifestation. Oui, ça change absolument, parce que on aurait très bien pu dire que on aurait pu faire la même analyse sociologique pour les manifs contre les retraites. Contre la retraite, il n'y avait que des blancs. Il faut dire les choses clairement. Les cités, les quartiers, etc. Il n'y avait pas que des vieux bourges, c'est vrai, mais il n'y avait que des blancs. Donc, mais là, moi, je vous parle d'autre chose. L'élément politique. Je ne parlais pas que de la diversité. Je parlais aussi, c'était une sociologie. Très marqué. Mais pas sur le plan politique, tout a changé cette fois-ci. Alors on va laisser pour le meilleur, François-Xavier pour le pire, donner mais tout son a analyse, changé. Et après je vous laisserai écouter un parlementaire que vous connaissez qui va s'exprimer justement sur cette question sociologique. Ouais, je serais plutôt sur la ligne de Jean-Sébastien. C'est un succès en demi-teinte. Il y a eu effectivement une forte affluence, ça s'est bien déroulé, mais en creux, l'absence du président de la République a souligné quelque chose de fondamental. Il a expliqué ne pas vouloir se rendre à la manifestation parce qu'il était le garant de l'unité nationale. En creux, s'il ne vient pas, ça veut dire que sa présence aurait provoqué un risque de division. Donc il y a bien derrière cette absence remarquée du président de la République, façon de dire que, de souligner qu'il ne faut surtout pas mettre de l'huile sur le feu dans ce moment-là. Et puis un deuxième enseignement qui me paraît aussi fondamental, c'est une manifestation qui a permis au Rassemblement national de rompre symboliquement avec son antisémitisme historique. On va en parler tout de suite après. Et un après. Donc plutôt, oui, un succès en demi-teinte. Alors on va sur la sociologie, et vous le disiez Maurice, l'absence des Blancs, très clairement l'absence de représentants, ou du moins le nombre très faible de représentants de la communauté musulmane. On écoute le député des Français de l'étranger, Meyer Habib, qui s'exprime à ce sujet. 180 000 personnes dans les rues de France, un peu plus de 100 000 à Paris pour dire non à l'antisémitisme, oui à la République. Est-ce que vous êtes rassuré ce matin? À moitié. D'abord, il y a un sursaut républicain. J'étais heureux de voir que beaucoup de Français étaient dans la rue. J'ai reçu, titre personnel, j'imagine que la présidente de l'Assemblée, notre magnifique présidente de l'Assemblée, a dû recevoir des milliers de messages de Français de tous bords, de toutes parts, qui n'étaient pas à la manifestation mais qui soutenaient. Mais pour moi, il y avait un grand absent dans cette manifestation, c'est la communauté musulmane qui était là, mais en très peu représentée, on va dire, par rapport à la proportion dans la population. Je le regrette. Parce que moi, si demain, il y avait une marche contre quelque cause que ce soit, en particulier s'il y avait une montée d'islamophobie, j'aurais été dans la rue. Alors, vous êtes d'accord, c'est un problème, cette absence de représentation des musulmans de France dans la manif, Jean-Sébastien? En tout cas, des représentants des musulmans, puisque moi, je ne pense pas que dans un état de droit, on ait vocation à pointer du doigt les non-actions, enfin, en tout cas, dans la mesure où il ne s'agit pas non plus... Des citoyens, vous voulez dire? Non mais voilà, on ne va pas inventer des crimes de non-tweet, de non-déclaration, de non-participation à une manifestation, parce que pris dans l'autre sens, je n'ai pas envie un jour qu'on me force à y aller au motif de je ne sais quel prétexte qui serait, ou de je ne sais quelle cause qui serait considérée comme absolument nécessaire. Ou vitale. Maintenant, moi je trouve que oui, incontestablement, il y a un défaut du part des représentants du culte musulman qui ont dit que c'était une manifestation contre eux, qui l'ont dit et répété, qui l'ont dit avant la manifestation, comme ils l'ont dit. Après, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'espèce de paranoïa, quand même, de sentiment d'humiliation, qui est l'un des moteurs puissants, malgré tout, de la culture arabo-musulmane. Mais moi, je ne pointerai certainement pas du doigt les individus. Parce que les individus, et j'en parlais avec un certain nombre d'islamologues, qui me disent, mais peut-être ne mesurez-vous pas à quel point vous, en tant qu'occidental, quand vous grandissez en France, alors bien sûr, beaucoup de Français musulmans grandissent en France aussi, mais dans un environnement culturel un peu différent. Quand on grandit en France, on apprend à penser par soi-même. Enfin, on ne se pose même pas la question, parce que c'est comme ça. On sous-estime l'impact de la communauté. La logique communautaire. De la pression sociale. Je pense qu'un certain nombre de musulmans se sentaient évidemment concernés par la cause. Non pas qu'il n'y aurait pas d'antisémitisme dans la communauté arabo-musulmane, mais parce qu'ils savent très bien faire la distinction entre
une forme d'antisémitisme culturel évidemment condamnable, et le fait de se jeter sur un voisin avec un couteau et de l'assassiner. Il y a quand même un monde entre les deux. Quand même un monde entre les deux, et je pense que ça n'échappe pas à une écrasante majorité des musulmans français. Maintenant, la France insoumise, en n'arrêtant pas de les chauffer à blanc, en leur disant « vous êtes des victimes, regardez cette marche est contre vous », Jean-Luc Mélenchon avec ses tweets parfaitement scandaleux, totalement antisémites, disant « ça n'est pas une marche contre l'antisémitisme, mais une marche de soutien à un massacre ». Enfin, tout ça était totalement inepte, et par ailleurs, je reviens sur le président de la République et sur Madame Braun-Pivet aussi, parce que je ne vois pas comment on peut défendre une cause si on n'est pas capable d'identifier d'où vient le danger. Parce que effectivement, la raison pour laquelle le président de la République n'y est pas allé, je trouve qu'elle est presque pire que son absence. François-Xavier Bourmeau l'évoquait tout à l'heure. C'est parce qu'il avait peur, en réalité. C'est parce qu'il avait peur que ça réveille les banlieues et qu'on ait l'impression qu'il soit le président d'un camp et pas d'un autre. Mais ça n'était pas un camp. C'était une manifestation pour la République, pour les valeurs fondamentales de la République, pour proclamer que n'importe quel Français, quelle que soit son origine, sa confession, a toute sa place en France. Je trouve que c'est une faute historique de la part du président de la République. Quant à Madame Braun-Pivet, organiser cette manifestation et être incapable le lendemain matin de dire d'où vient l'antisémitisme, il y avait bien des manières d'y répondre, hein, ne serait-ce que de commencer par pointer du doigt justement les responsabilités de la France insoumise. Mais être incapable à ce point-là, ces gens, je trouve, à leur manière, représentent une forme de danger parce qu'ils laissent s'installer des choses. Maurice Safran, vous citiez tout à l'heure la manifestation après Carpentras, la profanation du cimetière juif de la ville en 91. Le président Mitterrand était en tête de cortège. C'était la première fois qu'un chef de l'État en France défilait depuis 1945. Vous êtes d'accord pour dire que l'absence de Macron est une faute politique? Juste un point, on précise qu'il était en tête de cortège. Non, il a rejoint le cortège pendant quelques minutes. Et l'image est devenue historique. C'est ce que je viens de dire, l'image historique. Mais il n'a pas... Ce qu'aurait parfaitement pu faire le président Macron. Exactement. Oui, mais là on voyait Nicolas Sarkozy, François Hollande, Yann Braun-Pivet, Gérard Larcher, quelques anciens premiers ministres, mais Madame Borne, François Mitterrand est peut-être resté dans la manif 5 à 10 minutes, guère plus. Mais c'est suffisant. Mais c'était suffisant puisqu'il y a cette fameuse photo où on dit aujourd'hui, 30 ans plus tard, qu'il était en tête de manif, ce qui n'était pas le cas. Faute politique ou pas d'Emmanuel Macron? Oui, bien entendu, faute politique. Mais moi, ce qui m'a le plus troublé... c'est pas ce que dit Jean-Sébastien. Ce qui m'a le plus troublé, c'est l'explication qu'il a eue. J'espère bien que ce que je dis vous trouble pas, Maurice. Non, ce qui m'a le plus troublé, c'est l'explication qu'il a eue avec l'arrière-petite-fille du capitaine Dreyfus lors de la cérémonie du aux Oranges. Là, ça m'a estomaqué. Alors peut-être qu'elle l'a pris par surprise, ça c'est possible, j'en sais rien. Mais répondre, je n'irai pas, sinon je serais obligé d'aller pour une cause par jour, d'y aller pour une cause par jour. C'est une réponse absolument stupéfiante. Absolument. C'est pas une cause, c'est une cause très particulière dans une histoire très particulière à un moment très particulier. Donc, je trouve que la presse, qui est très souvent, de mon point de vue, trop anti-macroniste, cette fois-ci, elle a été hyper sympa parce que c'est une phrase qui est absolument terrible, qui est incompréhensible. Et là, je trouve que c'est une vraie faute politique. François-Xavier, Emmanuel Macron, il a paradoxalement écrit une lettre publiée par le Parisien dimanche où il appelait évidemment tout le monde à venir manifester, mais lui, c'est finalement extrait de cet argumentaire. Vous qui suivez de près l'Élysée, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé en coulisses, pourquoi il a choisi justement de ne pas venir, ce qui apparaît aujourd'hui très clairement comme une faute? Pour revenir sur l'idée de la faute, effectivement, c'est une faute politique, mais ça aurait été tout autant une faute politique que de venir. En réalité, Emmanuel Macron, il était coincé dans cette histoire parce qu'il aurait été... en ne venant pas, il était enrôlé par Jean-Luc Mélenchon qui a salué sa décision. Très vite. Mais il aurait été enrôlé de la même façon par le RN s'il était venu à la manifestation. Alors, le RN a défilé un petit peu à part. Il a été quand même ostracisé dans cette marche. Mais que le président de la République ait peur de se laisser enrôler par les uns et les autres et ne soit pas capable de considérer que la cause s'impose et que finalement sa présence et l'autorité c'est quand même un problème. C'est quand même un problème. Dépasser les commentaires qui peuvent en être faits. Moi, je trouve ça profondément effrayant. Et quand on voit qu'Yacine Bellatar conseille encore l'Élysée et qu'il recommande justement en disant n'y allez pas parce que sinon ça va faire s'enflammer les banlieues. Je veux dire, en plus c'est du mépris pour les musulmans. Moi ce qui me choque, c'est que non seulement Emmanuel Macron n'était pas à la hauteur de la République, mais en plus il était dans le mépris vis-à-vis des musulmans. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je ne crois pas une seconde que les musulmans français confondent les atrocités, confondent l'antisémitisme avec l'opinion qu'ils peuvent avoir. Par ailleurs, en tout cas que tous les musulmans français seraient comme ça au point de créer des émeutes dans les rues, avec par ailleurs la cause palestinienne.
Non, mais Pourquoi, alors, à votre avis, est-ce qu'il est, d'après vos informations, pourquoi est-ce qu'il est pas venu ? Parce que sa position d'équilibre, en réalité, elle est impossible à tenir depuis le début. Depuis le 12 octobre, dans la première adresse aux Français, l'allocution officielle qu'il prononce, il le dit bien, Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes, dont le Hamas, par des actions ciblées, mais en préservant les populations civiles, car c'est le devoir des démocraties. Cette position-là, il essaye de la tenir depuis le début, mais en parlant à des publics différents à chaque fois. Un coup, alors dans la lettre aux Parisiens, il apporte son soutien à la manifestation. Il appelle vraiment les citoyens à venir défiler. Et puis en même temps, il parle à la BBC et il explique qu'il ne faut pas bombarder la bande de Gaza. Donc, dès qu'il dit pire que ça. Il dit qu'il ne faut pas tuer des femmes et des enfants comme si Israël délibérément essayait de tuer des femmes et des enfants. Et ça, c'est une autre faute extrêmement grave. Et pour clôturer, il revient sur tout ça le lendemain parce qu'il se rend compte qu'il y a un vrai problème. Mais pardon, François-Xavier. Mais juste un point, ce qui est stupéfiant, c'est le désordre. Tout ça se passe dans le désordre le plus complet. Et le zigzag permanent. Je ne pense pas qu'il ait une ligne aussi claire, dure à tenir, mais aussi claire que ce que vous dites. Ce qui me sidère, c'est que c'est au jour le jour. Non, c'est que cette ligne d'équilibre, en réalité, il l'a fait par à-coup. Un jour, il parle d'un côté sur le droit d'Israël à se défendre, et de l'autre, il parle uniquement de la défense du peuple palestinien. Et en ne tenant pas en même temps à chaque fois le même discours équilibré, forcément ça donne une impression de déséquilibre qu'il doit corriger en permanence. D'où l'impression de zigzag et de président virevoltant sur ces sujets-là, et qu'on retrouve dans la question de sa présence ou pas à la manifestation de dimanche. Bon, on a compris, le président Macron n'a pas gagné de points sur ce coup. Alors ce qui a fait aussi beaucoup de bruit, c'est la présence ou non de Marine Le Pen et de nombreux élus du RN. Ils ne se sont pas mêlés, on le disait, aux autres politiques qui étaient en tête de cortège, ils étaient en fin de manif, en fin de marche, sous haute protection, mais ils étaient là, alors que beaucoup à gauche ou chez les macronistes avaient dénoncé leur présence. Quelque chose a changé, incontestablement, dans notre jeu politique. L'extrême droite peut aujourd'hui manifester contre l'antisémitisme. Maurice Safran ? Moi, de mon point de vue, c'est un tournant historique. Il s'est passé quelque chose d'absolument fondamental ce dimanche. On ne reviendra pas en arrière. C'est l'intégration quasi définitive de Marine Le Pen au jeu et au champ républicain. Ce qui m'a frappé, c'est que, y compris les plus critiques, à de très rares voix près, chez les intellectuels, chez les éditorialistes, chez les politiques, quasiment personne n'a contesté la présence de Marine Le Pen. Y compris une partie de la Macronie, je pense bien sûr à Edouard Philippe. Une partie de la gauche. J'ai écouté Bernard-Henri Lévy sur une chaîne de télé disant que sur le plan personnel, ça ne lui convenait absolument pas, mais qu'il comprenait que c'était un renfort aussi dans la lutte contre l'antisémitisme. Donc c'est un pas absolument incroyable qui a été franchi. Alors il y a encore d'autres pas qui sont à franchir, mais je crois que vraiment c'est un changement absolument fondamental. Changement absolument fondamental. Est-ce que c'est l'étape ultime, Jean-Sébastien Ferjou, de la stratégie de banalisation, entre guillemets, de dédiabolisation, toujours entre guillemets, mise en œuvre depuis plus d'une décennie par Marine Le Pen ? Ça s'inscrit certainement dans cette démarche-là, mais après, ce qui compte, à mon sens, c'est encore une fois la République. Et on peut marcher pour défendre la République aux côtés de gens pour lesquels on n'aurait aucune intention ni de s'allier, ni de voter. Et moi, ce qui m'a beaucoup troublé, ou dérangé plutôt dans les polémiques de la semaine passée, cette manière de considérer les Français, mais vraiment comme des mineurs. Comme des mineurs, vous savez. Mais enfin, si je vois Olivier Véran à côté de Marine Le Pen, je ne vais pas penser qu'il va attraper une maladie contagieuse et qu'il serait d'un seul coup atteint de l'eupénite. Enfin, je sais qui est Olivier Véran. Si je voyais même Jean-Luc Mélenchon à côté de Marine Le Pen, je saurais que Jean-Luc Mélenchon n'est pas Marine Le Pen. Et vraiment, ils prennent les Français pour des imbéciles. Ils prennent les Français pour des imbéciles. Et ça, je trouve ça grave d'un point de vue démocratique, parce que le pari de la démocratie, c'est que chaque citoyen est capable par lui-même de se faire un avis éclairé. Sinon, on renonce au suffrage universel. Ces gens-là, c'est comme s'ils considéraient que le suffrage universel n'avait pas de valeur. Parce que, en plus, pardon, mais les hypocrisies des uns et des autres, les cordons sanitaires, je ne sais quoi, Marine Tondelier, elle allait demander à Médine d'assurer le cordon sanitaire par rapport aux autres, et puis alors on allait faire Médine, le fameux rappeur, tendance islamo, qui est auteur de saillies antisémites. Voilà, pardon, les communistes qui continuent dans certaines villes à nommer baptiser des rues du nom de terroristes condamnés pour terrorisme en France, de terrorisme palestinien, les hypocrisies des uns et des autres, mais je m'en fiche, s'ils sont à la manif, tant mieux. La cause, encore une fois, la République et la défense de tous les Français, du droit de tous les Français à se sentir en sécurité, et en ce moment, les Français juifs
bien sûr, cette cause-là, elle dépasse ce genre de polémique franchement minable. Parce que faut-il qu'ils aient dans la tête? Mais à quel point faut-il qu'ils manquent de confiance en eux pour qu'ils croient qu'on pourrait les voir là et se dire « Ah bah tiens, en fait, il était devenu complètement fasciste à son insu ». Alors, c'est vrai que le positionnement du RN, il est aussi analysé à l'aune de celui de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, fidèle à sa stratégie depuis le pogrom des terroristes du Hamas le 7 octobre. Il n'est pas venu, il avait fustigé, il faut le rappeler encore une fois, en des termes assez indignes, les amis, je cite, du soutien inconditionnel au massacre, il s'agissait quand même d'une marche contre l'antisémitisme. François-Xavier, on l'a définitivement perdu, Mélenchon, pour la cause républicaine? Oui, bon, on observe là, en tout cas autour d'Emmanuel Macron, que l'idée générale, c'est que la stratégie de la France insoumise a rendu totalement inopérant la stratégie du cordon sanitaire. Le Rassemblement national, maintenant, a intégré le champ républicain, avec cette date, ce moment vraiment symbolique, hein, parce que la participation du RN à la manifestation, c'est un tournant. Tout le débat avant la manifestation, ça porte sur l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen, l'antisémitisme avec cette fameuse sortie de Jordan Bardella qui se prend un peu les pieds dans le tapis. Voilà, mais donc cette question-là, elle est en train d'être franchie. Alors, est-ce que c'est la dernière étape dans la banalisation du Rassemblement national? Non, parce qu'il reste quand même un marqueur qui, pour le coup, là, est vraiment très, très difficile à rompre, c'est le nom. Marine Le Pen restera mécaniquement attachée à son père Jean-Marie Le Pen. Pour basculer définitivement dans la normalisation ou la banalisation du Rassemblement national, il faudra vraisemblablement que le RN change le nom de son candidat, donc son candidat ou sa candidate. Bardella plutôt que Le Pen. Jean-Sébastien. Je crois malgré tout qu'il n'y a pas que le nom. Je pense que faut absolument pas sous-estimer je l'évolution du Rassemblement national. Non, mais j'ai bien compris, François-Xavier. Mais il y a aussi une réalité du Rassemblement national. Il y a toujours une partie du Rassemblement national où il y a des antisémites. Ça ne veut pas dire que Marine Le Pen, elle l'est, mais David Racheline, le maire de Fréjus, manifestement, n'hésite pas à tenir des propos antisémites dès qu'il est en privé. Marine Le Pen a maintenu dans son entourage des gens comme Axel Lousteau, Frédéric Chatillon. Les anciens du GUD, du groupe Union Défense. Non mais voilà, donc après, encore une fois, moi je pense que ce qui compte, ce sont les actions, ce ne sont pas les sentiments ou les mauvaises intentions, ce sont les actions. Après, les relations que vous évoquez sont quand même problématiques. Il n'y a pas que mais je vous dis, c'est bien pour ça que je les évoque, David, sinon je ne prendrais pas la peine d'en parler. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je pense malgré tout, je suis assez conséquentialiste, que ce qui compte, ce sont les actions. Qui est susceptible d'agir en France ou non au nom de ces mauvaises intentions? Ça, c'est une question politique majeure. Non, mais vous avez... Maurice Safran. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur un point. Il y a une histoire, il y a une éducation. Pour les gens de ma génération, nés après la guerre, qui ont appris la politique, qui ont vécu dans cette histoire, etc., même à 70 ans, faire une manifestation aux côtés des gens du Rassemblement national, c'est un événement considérable. Il faut bien regarder la réalité dans sa nuance. Non, mais dans toute la complexité, c'est qu'effectivement, c'est très compliqué. C'est un pas absolument considérable qui a été franchi ce dimanche. Il n'y a eu aucun incident, quasiment. Aucun incident. Donc, effectivement, constater aujourd'hui que l'antisémitisme vient objectivement du plus grand parti de la gauche, parce que LFI c'est le plus grand parti de la gauche, que l'antisémitisme vient du plus grand parti de la gauche et ne vient plus de l'extrême droite, c'est un changement, évidemment. C'est plus qu'un changement, c'est un considérable. Considérable. Merci pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants et on se retrouve très vite pour la suite des opérations et la loi immigration adoptée hier par le Sénat. À tout de suite. Ça reste entre nous. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Ça reste entre nous.
Ça reste entre nous sur Radio J. On passe au deuxième sujet de notre débat. Maurice Safran, Jean-Sébastien Ferjou, François-Xavier Bourmeau. La loi immigration, je le disais, a été adoptée par le Sénat hier, mais considérablement durcie par la majorité de droite du Palais du Luxembourg, avec près de 70 articles supplémentaires. Dans le désordre, j'en cite quelques-uns. Vote de quotas annuels d'immigrés par le Parlement, modification des règles entourant la perception des allocations, fin de l'aide médicale d'État, l'AME qui a fait évidemment beaucoup parler, durcissement du regroupement familial, révision des conditions d'octroi de la nationalité, restriction du droit du sol, rétablissement d'un délit de séjour, j'en passe et des meilleurs. Est-ce que le gouvernement, sur ce volet répressif, on évoquera ensuite le volet social et la question de la régularisation, va y retrouver ses petits, et en l'occurrence son projet de loi initial, François-Xavier? Non, pas tellement. Pas tellement. Là, c'est quand même... c'est du brutal, comme dirait l'autre. Il suffit d'écouter Bruno Retailleau clamer victoire après la sortie du texte du Sénat pour comprendre que là, ça a vraiment penché très fort à droite. Alors... Maintenant, LR s'attend à ce que l'Assemblée nationale rétablisse l'équilibre en réintroduisant le fameux article 3 ou 4 bis sur la régularisation des travailleurs sans papier. Il y aura sans doute un rééquilibrage, mais là, le texte est totalement penché, bascule vraiment à droite. On en reviendra peut-être tout à l'heure, mais sur cette loi immigration, il faut comprendre qu'il y a 2 batailles qui se jouent à l'Assemblée nationale, qui vont se jouer à l'Assemblée nationale, et derrière ces 2 batailles, il y a aussi un enjeu caché. Les 2 batailles. Alors la première, c'est celle de LR qui voterait bien une loi immigration, mais ne veut pas apporter son soutien à Emmanuel Macron. Donc comment ne pas apporter son soutien sans l'apporter, tout en disant qu'il aurait fallu faire mieux. Enfin, c'est compliqué pour LR. Le tout sous la pression du RN qui menace de s'abstenir, voire de voter pour le texte. Ce qui a là pour le coup créé un embarras pour le gouvernement, pour l'exécutif. Donc il y a cet enjeu de discussion, d'équilibre entre les forces politiques. Deuxième enjeu, la bataille feutrée qui se joue entre Darmanin et Borne. Peut-être on y reviendra aussi. Absolument. Et puis l'enjeu caché, qui est quand même primordial, c'est que là, avec cette loi, Emmanuel Macron, il est dans le money time de sa première partie de mandat, de deuxième quinquennat. Si ça se passe mal pour lui, la rentrée de 2024 va être extrêmement perturbée. Et 2024, c'est une année sur laquelle il compte pour essayer de garder un peu le contrôle de son mandat. Donc l'enjeu caché pour Emmanuel Macron, il est extrêmement important. Il ne faut pas sous-estimer ce qui se joue pour lui avec cette loi immigration. Alors on reviendra tout de suite après sur Darmanin et Macron et leurs enjeux, mais suite à ce durcissement, plusieurs associations, et non des moindres, ont dénoncé, je cite, un festival des horreurs et expliqué que la limite avait été franchie. Même l'UNICEF s'est ému de ce texte. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Sébastien ? De l'UNICEF ? Non, de la réaction des associations, de l'UNICEF et de la levée de bouclier que ça a suscité. L'aide médicale d'État, elle n'existait pas il y a une vingtaine d'années, elle n'existe dans quasiment aucune autre démocratie au monde. J'ai pas l'impression qu'on nous explique que par ailleurs ce serait des espèces d'enfer concentrationnaire pour les étrangers qui s'y trouvent, d'autant que évidemment les personnes en situation d'urgence continueront à être prises en charge. Le vrai sujet, ce sont des gens de nationalité étrangère qui viennent se faire soigner bien souvent en France, en ne participant pas évidemment au financement de la sécurité sociale française et dont l'État français s'abstient de demander le remboursement. Ça, c'est l'enjeu. Maintenant, moi, je vais vous dire, cette loi immigration, je peine vraiment à m'intéresser. Alors, je suis d'accord avec les enjeux que décrivait François-Xavier Bourmeau. Enjeux très politiciens. Mais franchement, quand on a la situation actuelle de la France sous les yeux, notre problème, c'est pas l'immigration, notre problème, c'est l'intégration. Rien que la focalisation qu'il y a eu, alors maintenant on est passé à autre chose que l'article 3 a disparu, mais sur la régularisation de travailleurs sans papier. Mais imaginez qu'il suffirait de parler un peu français et d'avoir un travail pour adhérer aux valeurs françaises, mais on voit bien que des gens qui sont français, qui sont nés en France, qui ont grandi dans ce pays, qui ont été élevés dans le système éducatif français, n'adhèrent pas aux valeurs de la République. Donc, mais ce débat-là me paraît mais hors sol, mais ubuesque quant au petit côté pathétique de Gérald Darmanin. Regarde comme je suis de droite, parce que moi je suis plus ferme là-dessus, Elisabeth Borne. Regarde comme je suis de gauche, ou Sacha Ollier, parce que moi je veux pas de cet article-là, qui est totalement symbolique, parce qu'on s'en fout éperdument. De toute façon, les régularisations, elles ont lieu régulièrement, parce que les préfets régularisent les travailleurs sans papier qui sont plus ou moins intégrés, mais franchement, qui n'arrivent pas à se rendre compte que cette loi-là, mais je sais pas, mais à combien de mètres sous la surface elle se trouve, mais ça me paraît grave. Maurice Safran, vous n'opinez pas chef à ce que dit Jean-Sébastien. Non, sur le plan politique, François-Xavier a raison. D'une certaine façon, le piège est en train de se refermer sur la Macronie. Il va falloir qu'ils cèdent d'une manière ou d'une autre, puisqu'ils ont cette fameuse majorité relative. Donc, ils cèdent à la droite, très clairement. Ils cèdent à la droite.
c'est pas du tout le Macron qu'on a connu en 2017, c'est pas non plus le Macron de la campagne de 2022. Donc sur le plan politique, effectivement, il se passe quelque chose. Maintenant, moi, ce qui me frappe, c'est pas ça. Ce qui me frappe, c'est que 75% des Français disent, l'ensemble des sondages, sont plus durs que cette loi. C'est ça, moi, y compris des électeurs de gauche, y compris des électeurs de la France insoumise. Et je pense aussi sans illusion sur le fait que cette loi change que ce soit. C'est la 30e, il faut le rappeler, depuis 1980, et la 117e, je crois, depuis 1945. Ce qui me frappe, c'est ce chiffre, 75%. 75% qui sont pour une politique beaucoup plus dure sur l'immigration. Et les responsables politiques, d'une certaine façon, ils sont contraints d'en tenir compte. Il va falloir, dans les années qui viennent, de plus en plus en tenir compte. Et là, on voit que les associations qui mènent des combats très justes, en même temps, sont totalement déconnectées de la réalité du pays. Et ça, c'est très inquiétant. Il faut préciser quelque chose. Vous avez tout à fait raison sur le volet répressif. La régularisation. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Non, mais précisément, c'est pour ça que je vous dis que, franchement, il me semble que ces responsables politiques-là ne comprennent plus grand-chose aux Français. Il y a une demande sur l'intégration. Ce que veulent les Français, c'est qu'on arrête de voir grandir dans ce pays des territoires entiers ou des groupes entiers de gens qui ne partagent plus nos valeurs, qui ne souhaitent pas les partager, et qui non seulement ne souhaitent pas les partager, mais qui, dans un certain nombre de cas, les combattent véritablement, voire les combattent violemment dans les rues. Vous avez raison sur les valeurs, mais là, il s'agit quand même d'une dimension économique, c'est-à-dire que l'opinion soutient la régularisation de ces travailleurs dans des métiers que les Français ne veulent pas exercer, et les milieux économiques, à commencer par le MEDEF, sont d'accord. Gérald Darmanin a une formule qui me paraît, pour une fois, relativement juste, ou correspond à la réalité. Oui, chaque Français peut avoir envie ou comprendre qu'il faille régulariser la nounou, régulariser l'apprenti boulanger qui est parfaitement intégré, mais non, ils ne veulent pas régulariser des gens qui ne travaillent pas ou qui ne partageraient pas nos valeurs, ou des délinquants ou des criminels, parce qu'on peut aussi avoir un emploi et être délinquant, vous savez, c'est pas des réalités qui s'opposent, mais surtout, je pense que les Français n'ont aucune illusion sur le fait que ce qu'il faudrait changer, c'est la hiérarchie des normes, c'est le droit européen. Quand la Cour européenne des droits de l'homme, en 2022, prend une décision en condamnant la France pour avoir voulu expulser 2 Tchétchènes islamistes engagés dans des projets de terrorisme, et qu'elle dit ce qui doit l'emporter, même quand l'intérêt de la nation, même quand la sécurité de la nation est en cause, c'est la dignité des individus en question. Mais je pense que ça, les Français n'en veulent plus, et qu'ils ont parfaitement compris que cette loi n'y changerait rien, et que ce gouvernement n'a aucunement l'intention de s'attaquer aux causes de ces problèmes-là. Alors, Gérald Darmanin, évidemment, il n'est pas d'accord avec vous. On va l'écouter tout de suite. Il défend, évidemment... Sur le fond, vous savez quoi, je pense que si. Sur le fond, peut-être, mais en tout cas, il explique que sa loi est formidable et que ça va tout régler. On l'écoute. C'est un texte de loi très important qui vise à régulariser la nounou et à expulser l'étranger délinquant. Si on est d'accord avec ce principe général, on peut discuter. On peut aller dans le détail quand même. Oui, bien sûr. On peut. Mais d'abord, le principe. Je ne suis pas sûr que tout le monde suit les débats de Public Sénat, même si c'est une chaîne très intéressante. N'est-ce pas ? Donc, nous sommes très très durs contre les étrangers délinquants et on écoute ceux qui ne peuvent pas être régularisés mais qui travaillent, qui respectent les règles de la République. J'ai entendu M. Retailleau dire partout, jamais le texte de loi ne sera voté, jamais il y aura un élément de régularisation. Bon, le texte de loi a été voté, il y a un élément de régularisation. C'est pas le même que le gouvernement, c'est vrai. Nous discutons. À l'Assemblée, nous allons reprendre ce texte. Alors, Gérald Darmanin, vous le disiez, il a quand même une petite idée derrière la tête, François-Xavier Bourmeau. Il est quand même prêt, semble-t-il, on l'a vu au Sénat, à toutes les concessions à la droite, le ministre de l'Intérieur, et il sait qu'il joue son avenir politique sur ce texte et la suite des opérations. Enfin, il joue un gros morceau, oui, mais pas forcément son avenir politique. On peut se remettre d'une loi qui fonctionne à l'Assemblée. Non, il y a plusieurs choses intéressantes sur Gérald Darmanin. Alors vraiment sur le côté politicienne. Lui, il veut absolument réussir à faire passer ce texte avec les votes de la droite pour montrer qu'il réussit à rassembler à l'Assemblée nationale. Donc, il ne veut surtout pas du 49.3. Voilà, il veut pas du 49.3. Elisabeth Borne, elle, aimerait bien lui en imposer un pour montrer qu'il n'arrive pas à rassembler. Mais il faut quand même avoir en mémoire que le dernier Premier ministre qui a imposé un 49.3 à un ministre en exercice, c'était Manuel Valls à Emmanuel Macron, et on sait tous comment ça s'est fini. Donc le par la loi travail. Sur la loi travail. Par Emmanuel Macron à l'Élysée. Deuxième étape. Donc se voir imposer un 49.3 sur une loi immigration que demandent les Français, c'est pas forcément mauvais au bout du compte pour Gérald Darmanin, même si le 49.3, effectivement, ça réactive une espèce de processus de rejet auprès des Français qui l'ont vu l'année dernière avec les retraites, ils l'ont pas beaucoup apprécié. Bon, le 49.3, c'est pas forcément tout perdu pour Gérald Darmanin. Oui. Donc l'histoire... François-Xavier, vous savez... parfaitement que ce n'est ni Elisabeth Borne
ni Gérald Darmanin qui vont choisir à la fin. Non, c'est le président de la République. C'est Emmanuel Macron. Donc c'est ça tout le problème. Mais attendez, elle a une chance de passer au vote, cette loi, ou pas? Ou est-ce que c'est définitivement perdu pour la cause? C'est un trou noir, en fait, l'Assemblée nationale. Là, on voit bien. Non, mais quand on discute avec les députés et LR aussi, ce qui fait surtout LR. Fusion de trou noir, on ne sait pas comment ça se termine. Mais les députés sont assez inquiets que les débats dérapent et qu'il y a un incident de séance qui laisse aucune prévisibilité sur le vote des uns ou des autres. Donc là, on rentre vraiment dans une zone imprévisible pour les zones de turbulence. Est-ce qu'on imagine une seconde, ce qui commence à être évoqué par ceux qui suivent, comme François-Xavier, au plus près la vie parlementaire, l'Élysée et Matignon, que le texte soit voté par le Rassemblement national et ne soit pas voté par les Républicains? Oui, c'est envisageable. On est en pleine folie. Par une partie des Républicains. C'est envisageable et on est en pleine folie politique. Oui, mais parce que le Rassemblement national, a très bien compris, je pense que les Français se fichent éperdument de cette loi parce qu'ils savent que cette loi ne changera rien. Et donc, ils ont dit, OK, si tu veux faire un pas sur une route où il faudrait faire 1000 km, fais ton pas dans ta route de 1000 km, mais tu n'auras pas fait les 1000 km et que tout le monde l'aura compris. Alors, sur l'attitude des Républicains, très intéressante, le président Macron, il avait semblé lâcher un peu de lest en annonçant une nouvelle édition de ces rencontres de Saint-Denis avec tous les partis politiques de LFI au RN. Ce sera vendredi pour cette deuxième édition après la première de l'été dernier. Il a fait une offre, il s'agit d'élargir le champ de l'article 11 de la Constitution à des projets de loi relevant de questions dites sociétales, comme justement l'immigration, et c'était précisément la demande de LR. Sauf que LR vient d'expliquer, par la voix de son président Éric Ciotti, qu'il boycotterait la réunion après LFI et le PS. Alors là, on comprend plus très bien. C'est-à-dire que le LR demande quelque chose, il peut l'obtenir lors de cette réunion, ou du moins avancer sur cette voie lors de la réunion, et du coup, il ne vient pas. On comprend plus rien, François-Xavier. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué. L'argument invoqué par Éric Ciotti, c'est de dire, bon, le président n'est pas venu à la grande marche de dimanche, en invoquant des prétextes d'unité nationale, donc moi, je ne vois pas ce que j'irais faire dans ces discussions qu'il a initiées lui-même. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais pour LR, c'est surtout éviter de se retrouver coincé par Macron, justement avec cette histoire de référendum. Il faut surtout pas donner quitus au président de la République de réussir à débloquer la situation. Alors, quand les députés Renaissance ont appris ça, que LR ne venait pas au rendez-vous de Saint-Denis, première réaction, ça a été « Ah, comme le PS, la boucle est bouclée ». Et effectivement, on se retrouve avec un PS et un LR que Emmanuel Macron cherche à marginaliser depuis le début de son mandat, qui se retrouvent à avoir la même attitude vis-à-vis des rencontres de Saint-Denis, c'est-à-dire boycotter l'échange et se mettre en retrait. Alors pour des raisons tactiques différentes pour les uns ou les autres, mais en tout cas pour LR, pour pas donner le point au président de la République. Donc les Français pourraient assister, je suis d'accord avec Jean-Sébastien, ça les intéresse fort peu, mais ils pourraient assister à une scène politique où le président serait en face de Jordan Bardella et de la France Insoumise. Non, France Insoumise ne vient pas non plus. Boycott. Donc, le président de la République... Bardella, les écologistes et le PCF. Et les centristes. C'est complètement délirant. Ça perd absolument tout sens. Même est délirant. Je suis d'accord avec vous, le concept est délirant. La démocratie représentative, elle a des institutions. Emmanuel Macron n'arrête pas d'inventer des gadgets. Mais là, ça perd tout sens. Mais en ne venant pas, est-ce que LR ne laisse pas la place finalement au dialogue direct Macron-Bardella? En venant pas, LR, pardon. En venant pas, LR montre surtout qu'ils savent pas qui ils sont, parce qu'ils ont l'impression que leur seul territoire politique, c'est de se montrer ferme sur l'immigration. Alors ils se battent sur un projet, donc comme je vous le disais, je pense, y compris les électeurs LR et y compris les Français de droite de manière générale n'ont aucune illusion. Donc ils ont rien à dire, ils ont aucune idée, ils ont pas de chef, ils ont pas d'unité. Je sais pas ce qu'ils peuvent espérer dans la vie. Aucune illusion, mais l'opinion française cite quand même l'immigration parmi les... C'est peut-être pas le sujet principal en ce moment, il y a beaucoup de pouvoir d'achat, de questions sociales, mais c'est quand même un des sujets de préoccupation principale de l'opinion, et justement l'opinion soutenait à la fois un durcissement des mesures mais je pense que l'opinion, le côté professionnel. L'opinion française, si elle pense que vous avez un cancer, elle voit bien que mettre un pansement, ça va pas beaucoup changer le schmilblick. Donc c'est quand même ça que les Français voient, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils attendent des choses sur l'intégration. Ils sont parfaitement conscients que la maîtrise des flux migratoires, elle ne dépend pas que de la France, elle dépend de l'Europe, elle dépend de réalités géopolitiques, elle dépend... Et des relations diplomatiques avec les pays de départ. Tout ça ne se met pas dans une loi, elle dépend de la sociologie de la magistrature, parce que ce sont aussi les magistrats qui prennent ou non les décisions d'expulsion. Elle dépend de la sociologie des travailleurs qui, dans les associations d'aide aux migrants, elle dépend, bref, de tellement de choses la mobilisation des forces de police également, ne peuvent pas être gérées par cette loi, parce que
encore faudrait-il qu'il y ait eu un changement psychologique, ou politique, je sais pas, dans le pays ou à la tête du pays. Les Français voient bien que ce changement-là n'a pas lieu et que non seulement il n'a pas lieu, mais que le gouvernement ne fait rien pour y changer. Parce que moi, je veux bien que Gérald Darmanin essaye de paraître martial, mais enfin, quand dans le même temps, vous avez des nominations au Conseil supérieur de la magistrature de magistrats qui, eux, partagent plutôt la vision de Jean-Luc Mélenchon, ben voilà, ça ne peut mener nulle part. Mais ce en même temps-là, de toute façon, n'a jamais existé. Il est grotesque, c'est la négation de la politique. Et c'est même la négation de la démocratie, parce que la démocratie, c'est savoir cliver, c'est savoir dire il y a des priorités. Oui, on retourne toujours sur le même débat depuis maintenant l'élection de... Oui, mais malheureusement, on voit à quoi ça nous amène. Emmanuel Macron n'est pas... Il est responsable de beaucoup de choses, il a commis beaucoup d'erreurs. Il n'est pas responsable de la nullité il n'est des pas autres, responsable de la nullité du grand parti de droite et de la nullité du grand parti de gauche. Parce qu'aujourd'hui, la réalité politique, c'est que le bloc macroniste, centriste, on peut l'appeler comme il veut, ces deux pôles aujourd'hui qui sont en face de lui, c'est la France insoumise et c'est le Rassemblement national. Donc c'est un échec absolu pour les socialistes, c'est un échec absolu pour les républicains, et il faudrait aussi s'interroger sur leurs responsabilités. Mais c'est pas... Si on prend un peu de hauteur, si on prend un peu de hauteur, pourquoi une telle bataille politicienne sur ce sujet, qui est quand même un sujet important pour l'opinion? On a l'impression que l'essentiel pour chacun des belligérants, si j'ose dire, ou chacun des partis, c'est de ne surtout pas accorder le point au concurrent ou à l'adversaire, François-Xavier. Oui, parce que LR, son identité politique est aussi bâtie sur la lutte contre l'immigration illégale. Et donner le point au président de la République, c'est reconnaître qu'ils ont... C'est la dernière pelletée de terre sur le cercueil, en quelque sorte. Et pour le Parti Socialiste, là, c'est encore un autre... Encore une fois, prendre les Français pour des idiots, d'ailleurs. Mais... Non, pour le Parti Socialiste, c'est encore un autre sujet. Parce que là, la gauche, à part... même Mélenchon, qu'on n'entend absolument pas depuis des années sur ce sujet, c'est d'ailleurs sans doute une des raisons du problème. Mais... moi, je crois qu'ils font de la politique par hashtag. Et c'est là où Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, conserve une forme de force par rapport à eux, parce que lui, il fait de la politique par bloc, donc il essaie de structurer. Il n'y arrivera pas, je ne pense pas qu'il y arrivera, mais peu importe. Il y arrivera suffisamment, en tout cas, pour empêcher tout espoir à la gauche de se recomposer. Il sait construire des blocs sociologiques. Les autres, ils font de la politique hashtag, ils essaient de mobiliser des citoyens atomisés en agitant de vagues slogans à leurs yeux, en disant « Regarde, mon ADN, il est là où il est lié ». Mais encore une fois, ce qui compte, ce sont... les actions. On n'attend pas d'hommes d'État qui essaient de nous convaincre de ce qu'ils sont ou qu'ils sont plus ou moins de telle couleur ou je ne sais quoi. On attend qu'ils agissent. Ils ont renoncé à agir depuis longtemps parce que nous sommes dans des impasses à bien des points différents. Si on voulait parler d'économie, on pourrait dire mais de toute façon on s'en fiche de ce qu'ils font à Paris puisque tout se décide à Francfort et que la politique monétaire qui est décidée, elle emporte finalement tout le reste de ce que nous pouvons faire ici. Et c'est plus ou moins la même chose sur les lois immigration. De toute façon, beaucoup de choses dépendent de l'Europe. Et moi, je ne suis absolument pas anti-européen en vous disant ça. Je crois qu'il faudrait se battre au niveau européen, mais comme nous ne le faisons pas, rien ne bougera. Vous êtes d'accord, Maurice, parce que c'est le symptôme de l'absence totale d'hommes d'État et d'une bataille politicienne tous azimuts. Les blocs sociologiques, ils existent aujourd'hui. Il y a un bloc centriste, central, macroniste, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé depuis le premier jour de sa première élection. C'est dans les sondages entre 20 et 25%, disons, ça n'a pas bougé. Il y a un bloc Rassemblement National aujourd'hui. Absolue. Il y a la France qui a quelque chose à perdre. Et celle-là vote pour le statu quo, c'est pas du macronisme, ça s'appelle du statu quo. Et il y a la France qui n'a rien à perdre et qui est prête à l'aventure politique au RN ou à LFI. C'est pas une réalité politique. C'est la liberté de ces Français-là, c'est leur liberté politique aussi. Pour moi, le problème central aujourd'hui, c'est l'absence absolue de bloc d'un pôle de gauche hors la France insoumise et d'un pôle de droite hors le Rassemblement national. Ils ont échoué absolument. De la même manière qu'Emmanuel Macron a échoué à donner un contenu politique à ce bloc, non pas centriste, mais central. Et je vous dis, ce ne sont pas des gens qui sont macronistes ou qui adhèrent particulièrement. Il y a bien des gens pour qui c'est le cas. Mais globalement, c'est juste la France qui a des choses à perdre, vote pour Emmanuel Macron parce que c'est le statu quo, rien d'autre. La lutte entre les deux France. Merci pour ces explications lumineuses. On se quitte quelques instants. On se retrouve tout de suite pour le grand retour du 49.3. Ça reste entre nous. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J.
Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Troisième, dernier sujet de notre débat. Maurice Safran, Jean-Sébastien Ferjou, François-Xavier Bourmeau. 49.3, le retour. Cette semaine, le gouvernement a une nouvelle fois utilisé cet article pour faire adopter la loi de programmation budgétaire 2023-2027. Alors, c'est pas la loi qui intéresse le plus les Français. On parlait de la loi immigration, ça c'est encore pire. Mais c'est quand même la 17e fois en 18 mois que la première ministre Elisabeth Borne a recours à cet article de la Constitution qui, faut-il le rappeler, permet de faire adopter un texte sans vote. Record absolu, Michel Rocard, je le rappelle, 28 fois entre 88 et 91, n'est pas battu, mais on s'en rapproche. Alors, elle n'était pas présente dans l'hémicycle pour cause de déplacement en Irlande. C'est le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, qui s'en est chargé. Mais même absente, est-ce que la chef du gouvernement ne va pas finir, François-Xavier, par payer l'addition de ces 49.3 en série ? Alors déjà, peut-être commencer par relativiser sur les 17 49.3, parce qu'en réalité, ils concernent 3 textes. C'est vrai. Il y en a plusieurs à chaque fois. Voilà, sur le budget, il y a des allers-retours qui font que entre Assemblée, Sénat, partie recettes, partie dépenses, voilà, etc. Qui fait que mécaniquement, il y a plusieurs 49.3 qui sont brandis, mais c'est pour le même, au bout du compte, pour le même texte. Autre nuance, sur le budget. Utiliser le 49.3, c'est presque mécanique quand on n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, puisque voter le budget, ça définit l'appartenance à la majorité. Donc c'est impossible pour quelques groupes politiques que ce soit à l'Assemblée de signer en fait une carte d'adhésion à Renaissance. Donc sur le budget, on peut le retirer. Les retraites, effectivement, ça peut rester au passif d'Elisabeth Borne, mais malgré tout, il y a quand même une forme de lassitude de ce 49.3. Au sens c'est pas beaucoup passionné les foules sur le budget. Sans doute que sur l'immigration, ce sera autre chose. Ça aura vraisemblablement plus d'impact s'il est utilisé sur cette loi-là, un peu comme sur les retraites, où là, ça donne vraiment l'impression de passer en force. Mais je pense qu'il faut quand même essayer de dédouaner Elisabeth Borne d'être une serial 49.3euse, si on peut dire. Vous êtes d'accord? Non, mais moi, je crois que ce que dit François-Xavier est juste. Je crois que ça n'a aucune importance. Les Français qui s'intéressent à la politique, quand ils entendent en répétition 49.3, ce que vous disiez, pour eux, c'est faute démocratique. Point. On peut leur expliquer, et c'est vrai que c'est dans la Constitution, que c'est donc légal, que c'est donc démocratique, etc. Ça apparaît réellement comme fermer le débat, fermer la discussion, fermer le débat. Donc effectivement, pour le gouvernement, plus il y en aura, plus ça deviendra compliqué. Ça veut dire que c'est un symbole du coup de force permanent dans un contexte où, on le disait, les macronistes n'ont pas la majorité absolue à l'Assemblée. Avec grande lassitude d'ailleurs, mais effectivement, c'est pas un coup de force, c'est une façon de faire passer les textes et je pense que ça fatigue les Français. Mais Jean-Sébastien, pardon. Je crois que les Français s'en préoccupent plus vraiment, enfin c'est ce que disait François-Xavier. Il y a une lassitude, une indifférence. Non, mais c'est surtout parce que sur la loi retraite, c'était un projet de loi extrêmement, pas seulement symbolique, mais qui conflictuel, passionnel. Non, mais surtout qui avait une conséquence très concrète sur leur vie. Des gens. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Enfin, si, d'ailleurs, vous disiez, le projet de loi de programmation budgétaire n'intéresse pas les Français, mais pourtant, Dieu sait s'il les concerne dans un pays où les études de l'INSEE montrent qu'il y a 70% des Français qui reçoivent plus de l'État qu'ils n'y contribuent quand on prend en compte tous les services publics. Bah, si, a fortiori, le budget, c'est ce qui concerne le plus tous les Français. Maintenant, là encore, je pense que plus personne n'a d'illusions. Les gens ont bien acté la réalité politique. Emmanuel Macron n'a pas de majorité. Il n'a pas su construire de majorité alternative. Ils ne savent pas véritablement construire des majorités de projets. Les oppositions en face de lui ne savent pas véritablement non plus construire d'alternatives parce qu'on n'a jamais vu un 49.3 qui aurait été susceptible, parce que c'est quand même ça la réalité, la vraie question politique. S'il n'y a pas un de ces 49.3 qui aurait pu mener à une motion de censure capable de renverser le gouvernement. C'est ça le sujet. Donc à partir du moment où ceux qui ne sont pas dans cette majorité relative sont incapables d'en construire une autre, et ben la situation elle est bloquée aussi longtemps qu'il n'aura pas dissous l'Assemblée nationale. Justement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, est-ce qu'on va encore assister à cette chorégraphie habituelle que vous évoquiez, Jean-Sébastien, 49.3, puis dépôt d'une motion de censure, puis rejet de la motion de censure et rebelote, François-Xavier? Sur le budget, oui. Parce que le LR prendra vraisemblablement pas le risque de faire tomber le gouvernement sur le budget de l'État.
Loi immigration, là, on rentre dans un autre domaine. Vous le disiez tout à l'heure, ouais. un trou noir. Avec des stratégies individuelles, des stratégies collectives qui vont se percuter, le jeu du RN, enfin, donc c'est totalement imprévisible. Enfin, LR ne prendra jamais le risque, disons-le franchement, de déposer une motion de censure qui aboutirait à une dissolution et donc vraisemblablement à la diminution de leur groupe parlementaire. Il y a quelques mois après la fameuse bataille sur les retraites, il y a quelques mois, on expliquait les uns et les autres sentencieusement que il y avait un vrai risque de motion de censure pour le gouvernement et il y avait un vrai risque de chute sur cette loi immigration. Vous avez raison. Où là, tout d'un coup, tout le monde se rassemblerait pour des raisons absolument différentes, parce que trop répressives, parce qu'insuffisamment répressives, que tout le monde ferait... Ça se passera sans doute pas comme ça. Vous êtes d'accord, François-Xavier? C'est un scénario impossible. Quand on regarde le précédent sur la motion de censure sur la réforme des retraites, la motion de censure échoue à 9 voix près, c'est pas passé loin. Oui, mais François-Xavier, sur les retraites, le Rassemblement national et LFI, l'analyse du texte était quasiment le même. C'était les mêmes critiques de gauche, entre guillemets, contre ce texte. Ce qui n'est pas le cas sur l'immigration. Est-ce qu'on imagine que sur l'immigration, LFI votera la même motion de censure que le Rassemblement national? Surtout Jean-Sébastien. C'est une folie totale, là. La clé, elle est simplement dans l'analyse que les uns et les autres peuvent faire en cas de dissolution, parce que s'ils font tomber le gouvernement institutionnellement, Emmanuel Macron n'est pas obligé de dissoudre l'Assemblée, mais politiquement, quand même, il y aurait une forme de logique à le faire. Qui, à part le Rassemblement national, peut avoir intérêt à une dissolution de l'Assemblée nationale aujourd'hui? La question, elle est là. Est-ce que les Républicains peuvent raisonnablement penser qu'ils ont gagné en rapport de force depuis 2022? Est-ce que la France Insoumise peut ou la NUPS, qui n'existe plus? Ça n'existe plus. Non, mais voilà. Donc, qui peut y avoir intérêt? Le Rassemblement national. Maintenant, est-ce que ces partis-là ont envie de favoriser la progression du Rassemblement national? Et à la limite, quoi qu'on pense du Rassemblement national, est-ce qu'ils ont envie de se suicider, eux? C'est la question. D'où les inquiétudes chez Renaissance sur l'attitude du Rassemblement national quand il dit qu'il pourrait s'abstenir, voire voter la loi. Leur grande crainte, c'est de prendre ça pour argent comptant, de voir le RN s'abstenir ou voter, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et au dernier moment, coup de Trafalgar, on vote contre une motion de censure qui serait déposée avec LFI ou en espérant que ça passe, et ça passe à 2-3 voix. Enfin, sur une motion de censure qui passe sur un malentendu, quand ça s'est joué à 9 voix la dernière fois, il faut quand même être vigilant. Est-ce que le groupe macroniste et la Macronie en général accepteraient de voir passer cette loi avec le soutien des voix du RN, qui sont quand même plus nombreux, il faut le rappeler, que les... Alors, ils sont partagés en réalité. Parce que, effectivement, ce serait un soutien poisseux pour la Renaissance. Mais en même temps, ce serait dire que le texte n'est pas si mou du genou, puisque le RN le vote. Donc en quelques jours, en quelques semaines, ça n'a rien à voir, mais ça a tout à voir, le RN participe à une manif contre l'antisémitisme, et le même RN, quelques jours, quelques semaines plus tard, fait passer la loi sauf le texte de loi sur l'immigration. Il faut quand même prendre en compte le contexte. Hein. C'est quand même un bouleversement politique. On est dans un trou noir. C'est un trou noir plus qu'un bouleversement. Je suis d'accord avec François-Xavier. On est dans la confusion absolue, mais aussi longtemps que les partis n'auront pas reconstruit des matrices idéologiques, ou tout simplement qu'ils renonceront à être des partis, à essayer d'être des creusets sociologiques. Un parti, c'est quoi? Emmanuel Macron a toujours voulu faire des gadgets, je vous dis, il mobilise les gens par hashtag. Un parti, c'est mettre le médecin, l'infirmière, l'assuré maladie, qui n'ont objectivement pas les mêmes intérêts, leur dire au nom d'une vision politique, nous allons avoir un projet politique commun. Plus personne ne fait ça. En France, où Emmanuel Macron, je vous dis, ne le fait que par marketing ou sur son espèce de séduction ou narcissisme personnel, parce que les deux se confondent étroitement. Mélenchon, et voilà. Et personne vraiment, à part Jean-Luc Mélenchon, mais qui le fait d'une manière... même le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, c'est un mouvement à l'état gazeux quand même, c'est pas un vrai parti. Son mouvement, oui, mais il essaie de construire une matrice idéologique, il essaie de construire un bloc sociologique. Maintenant, la manière dont il s'y prend, je pense, n'a aucun espoir d'atteindre une majorité en France, et je pense qu'il s'en fiche, parce que je pense qu'il souhaite en creux maintenant l'élection du Rassemblement national, en pensant que ça générerait tellement de chaos en France, en quoi d'ailleurs probablement se trompe-t-il aussi, qu'il ramasserait le pouvoir dans ces circonstances-là. Mais la démocratie ne l'intéresse plus. En tout cas, la démocratie électorale ne l'intéresse pas. La stratégie du chaos. La construction de vrai bloc politique, vous avez entièrement raison. Ça va prendre 10 ans, 15 ans. Hein. Quand François Mitterrand prend le Parti socialiste, c'est en 1972, je crois, et il gagne en 1981. Donc, c'est très... Mais ensuite, même... Et à une époque où il y avait des visions du monde clairement identifiées, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais même Jean-Luc Mélenchon a fait péter son propre parti.
Et aujourd'hui, on dit LFI, premier parti de la gauche. C'est même plus si sûr que ça. C'est en train d'exploser complètement à cause de Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs. C'est un phénomène extrêmement particulier aussi. C'est vrai que son parti qui était très serré, très maintenu, un peu à la trotskiste ou à la stalinienne, où personne ne mouftait, est en train d'exploser suite à ces déclarations depuis le pogrom du 7 octobre. Ça avait commencé avant, ça avait commencé... Oui, on envoyait les germes, avec les épurations et les purges contre les Garrido, Corbière, etc. François-Xavier? Oui, non, sur Jean-Luc Mélenchon, on fait juste une parole qu'on rapporte autour d'Emmanuel Macron. Donc à propos du leader de la France insoumise, son projet c'est pas l'élection, c'est la révolution, et c'est comme ça qu'il l'aborde, qu'il voit sa stratégie. Le problème c'est que c'est insaisissable, c'est très compliqué de lutter de façon calme et raisonnée contre quelqu'un qui veut renverser le système. Mais je pense simplement en rappelant que font-ils. C'est exactement les mêmes stratégies que les fascistes dans les années 30. Que fait Jean... Et je ne vous parle pas de toute la France insoumise, loin de là. Il y a évidemment des insoumis qui sont républicains et parfaitement dignes. Mais Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, Mathilde Panot et consorts, que font-ils? Ils emploient les mêmes stratégies que les fascistes. Ils essayent de flatter les bas instincts. Ils essayent de flatter ceux qui sont dans des sentiments de revanche. Ils essayent de flatter ceux qui sont dans des sentiments d'humiliation. De la même manière que les nazis s'adressaient parfois à des décérébrés en leur disant « vous êtes supérieurs au seul motif que vous êtes ariens », ils s'adressent à des décérébrés en leur disant vous êtes supérieur au seul motif que vous êtes insoumis. C'est exactement la même stratégie et ils emploient aussi une autre tactique. Ils montent le coût social en permanence en traitant tout le monde d'extrême droite, de fasciste et je ne sais quoi. Ils montent le coût social, voire parfois le coût physique qu'il y a à prendre la parole, à ce que la majorité, malgré tout silencieuse, continue à dire non, je ne suis pas d'accord avec votre vision du monde. Donc regardons-les en face, sachons reconnaître du fascisme quand il y a du fascisme, parce que ça fait 40 ans, 50 ans, 70 ans qu'on nous bassine avec le retour d'un fascisme qui n'était pas là où on voulait le voir. Ben, quand il est sous nos yeux, relisons Stefan Zweig. Relisons Stefan Zweig, je vous assure que quand il raconte dans son dernier livre exactement ce qui s'est passé dans les années 30, ce sont les mêmes méthodes que nous voyons se déployer aujourd'hui. Alors, je reviens pour la fin à cet article, parce qu'on s'en a un petit peu dérivé, même si c'est les conséquences, évidemment. Oui, mais c'est quand même un peu fondamental, la démocratie et la République. Bien sûr. Est-ce que cet article 49.3, justement, ne contribue pas à déprécier le débat parlementaire et donc démocratique, les différents groupes, sachant que de toute façon, ça finira vraisemblablement par un 49.3, donc pas besoin de débattre sur le fond, autant se lâcher, se faire remarquer par des postures, des polémiques incessantes et dans l'affrontement, justement, parlementaire d'une violence rare. François-Xavier. Oui, sans doute que les insoumis ont intérêt à une utilisation du 49.3 par le gouvernement pour souligner le manque de démocratie, de dialogue et agiter l'hémicycle, entretenir le chaos dans l'hémicycle. Ensuite, je suis plutôt d'accord avec Jean-Sébastien aussi, avec vous deux d'ailleurs. Les Français sont pas dupes quand ils regardent les débats à l'Assemblée nationale. Le 49.3, on peut effectivement critiquer la méthode et passage en force, mais tout le monde voit bien qu'en réalité, il n'y a pas d'autre façon de gouverner que dans une assemblée où on n'a pas la majorité. Alternative d'ailleurs. Oui, il n'y a pas de projet alternatif. C'était un oui/non, là il n'y a pas ni majorité alternative, ni projet de budget alternatif. Et même sur les autres projets de loi. En plus, l'utilisation du 49.3 est limitée à une utilisation par session parlementaire. Donc, coup de force, je pense que les Français relativisent aussi. Oui, mais ça permet quand même aux forces politiques de faire l'économie du travail de fond et du débat, finalement. Et là, je mets tout le monde dans le même sac. Non, je crois que ça fait essentiellement le jeu, croit-il, de la France insoumise. Les autres partis, ça les dessert, en réalité. Sauf le Rassemblement national, qui a réussi à faire croire, ou peut-être qu'il l'est, peu importe, le Rassemblement national a fait croire qu'il était sérieux. C'est la première fois, en réalité, depuis des dizaines d'années, que le Front National, aujourd'hui le Rassemblement national, fait croire qu'il est un parti sérieux. Grâce à la stratégie de LFI. Grâce à la stratégie de LFI, grâce à ce fameux costume-cravate qu'on leur a demandé impérativement de mettre, c'est des gens sérieux. Donc effectivement, mais c'est pour ça que... c'est une Assemblée nationale qui continue de faire le jeu du Rassemblement national. Vous êtes d'accord, Jean-Sébastien ? C'est un parti qui a su se donner l'apparence du sérieux. Je crois que la faute de Jordan Bardella, au-delà de ne pas être capable de dire que Jean-Marie Le Pen, enfin au-delà du sujet lui-même, ne pas être capable de dire que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Il aurait parlé du prix des légumes, ça aurait été pareil, je veux dire, en commettant une faute. C'est le ticket qu'on nous vend, c'est Marine Le Pen et Jordan Bardella, Premier ministre. Et est-ce que quelqu'un qui commet cette faute-là, alors que c'est pas si difficile que ça d'imaginer qu'on va lui poser cette question-là, enfin, c'est pas nouveau le sujet de l'antisémitisme et de l'histoire antisémite du Front National, qu'il commette cette erreur-là,
je pense que ça montre en creux que le ticket n'est pas encore tout à fait mûr ni tout à fait prêt. Il y a un problème de niveau global chez les représentants du RN. Et leur capacité à gouverner, donc. Non, François-Xavier, le mot de la fin. Oui, sur les 49.3, juste une précision. Depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, il y a une cinquantaine de textes qui ont été votés, qui portent sur l'assurance chômage, plein emploi, énergie, environnement, justice, et qui ont été votés sans 49.3. Donc en réalité, ça a marché. Ça a tellement bien marché que Emmanuel Macron, là, se retrouve les poches vides. Il a quasiment appliqué l'ensemble de son programme. Il lui reste deux choses. Il n'avait pas en la même loi temps, la loi fin de vie et la loi de programmation agricole. Tiens, début 2024, il arrive et il n'y a plus rien dans les poches pour enclencher. Et c'est ça son problème aujourd'hui en réalité. Son problème quand même, c'est son erreur historique de ne pas avoir fait campagne réellement après l'élection présidentielle, d'être persuadé d'avoir dit à tous ses interlocuteurs qu'évidemment il aurait cette majorité relative, cette majorité absolue. Comme tous les présidents. Comme tous les présidents. Moi, je l'ai rencontré avec Nicolas Domenach quelques jours après la présidentielle. Je me suis permis de lui dire que ça me semblait compliqué d'avoir la majorité absolue. Il m'a fait comprendre que j'étais absolument crétin. Donc c'est une faute historique qu'il a commis, qui va payer jusqu'à la fin du mandat. Il n'est que le président du statu quo. Voilà, donc de toute façon, ça ne va à rien de faire un programme, puisque les Français, peut-être en creux le savaient-ils lui-même, de voter la France qui a quelque chose à perdre. Même pas de programme, se battre, faire campagne, se battre. Merci à tous les trois, les amis, pour vos informations, explications lumineuses et vos éclairages. Nous savons tout des réactions politiques après la manifestation contre l'antisémitisme de dimanche, des débats sur la loi immigration et de 49.3 en série. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie des meilleurs décrypteurs de la politique, comme d'habitude. Et d'ici là, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à bientôt. Radio J. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.